Bonjour à tous, bienvenue dans Voilà la voix, le Summer Edition. Émission exceptionnelle aujourd'hui, car je reçois Estelle Hubert. Estelle est une comédienne voix off d'exception. Vous la connaissez tous et toutes, avec plus de 30 ans d'expérience dans le métier. Sa voix vous a sûrement accompagné, que ce soit à la radio, dans des publicités pour des marques comme Amazon, Coca-Cola, Vuitton, ou encore dans des documentaires et des films institutionnels, bref, une pléthore de projets. Son parcours est tellement riche et varié qu'il va être impossible d'en parler en détail en une seule émission. Alors pour cet échange, on va se concentrer sur son actualité, son approche du métier, ses expériences en home studio, sa vision du travail vocal aujourd'hui et l'avenir. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouveau format. Bienvenue à Estelle Hubert. AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Un peu de couleur, un peu de fruits, un peu de fraîcheur. Un peu pour moi, un peu pour toi, un peu pour nous. Un peu pour tous. Un peu pour chacun d'entre nous. Dessert, c'est petit quelque chose qui change tout. Salut Estelle, comment vas-tu? Bonjour Alexis, je vais bien et bonjour à toute ta communauté ou tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Eh ben super, je te remercie. Bon, on va pas pouvoir parler de tes 30 ans d'expérience, je suis désolé, en trois quarts d'heure, ça va être un peu juste. Bien que les émissions fassent un peu, des fois 50 minutes, mais 1 heure max, quoi, c'est un peu délicat de parler de tout ça. Déjà avec moi, j'ai une grande pipelette, donc on va essayer de canaliser. Bon, en tout cas, on va parler de tes débuts. T'as commencé à 9 ans dans une radio pirate locale. Oui. Qu'est-ce que cette première expérience t'a transmis, toi? L'amour des voix, tout simplement, le fait de communiquer à plein de gens en même temps et finalement d'être, cette personne de l'ombre qui parle à des milliers de personnes. J'ai trouvé ça, l'ambiance de la radio totalement magique. J'ai eu la chance de pouvoir y baigner dès mon plus jeune âge. Et comment on passe de cette radio libre à la voix off pro alors? Quels ont été les déclics? Quel était un petit peu le chemin? Il y a eu, un long, long, long chemin. La radio, c'était donc dans le village de mes parents. J'y allais, comme d'autres allaient à la laiterie à l'époque, puisque j'ai 52 ans bientôt, le 28 juillet. Donc pour certains, vont à la laiterie et moi pour, passer mes week-ends et mes mercredis, j'allais dans cette radio qui était juste à côté de chez moi et le chemin a été long puisque cette radio qui était pirate est devenue professionnelle, rachetée par Énergie au fil des années et j'y allais mais j'ai trouvé des petits jobs, jobs d'été ou jobs du week-end pour payer mes études de commerce. Parce que dans les années, 90, en fait, vivre de sa voix, c'était pas vraiment un métier, à la mode ou en tout cas réservé à une élite. Moi, j'étais en province, on pouvait pas vraiment en faire un vrai métier, et donc j'ai fait du commerce, des études de commerce. J'ai bossé, dans le commerce et j'ai toujours continué à vendre ma voix, dans des studios de production, locaux sur Besançon et réaliser des films d'entreprise aussi pour, des réalisateurs locaux. C'est arrivé l'idée vraiment, de professionnaliser ceci quand, je me suis aperçue que finalement avec, l'animation événementielle, parce que je faisais de l'animation, défilé de mode, magasins, ouverture de concessions automobiles et cetera. La voix off, ben, il était possible d'en vivre. En tout cas, je rapportais plus d'argent avec ma voix qu'avec, mon salaire de commercial et pourtant, ça allait bien et puis c'était pas le même intérêt. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai vraiment commencé à réfléchir sérieusement à ce métier pour en faire, un métier professionnel et en province, en 94. Je me rappelle quand j'ai quitté mon job de commercial et que je suis allée à la NPE,
Quand j'ai dit: «Oui, bonjour, je veux être comédienne voix off», on m'a envoyée aux intermittents du spectacle, les ascédiques du spectacle. Ils m'ont dit: «Ben, bon courage parce qu'ici à Besançon, faudra aller sur Paris, Lyon et cetera». La façon dont je l'ai fait au tout début a très vite évolué puisque j'ai fait beaucoup d'animations événementielles partout en France. Je me suis sédentarisée à un moment donné parce que je suis tombée amoureuse et que j'ai marié mon mari en 1998 et dès le début, lors de cette superbe année 98, coupe du monde mémorable, dès le début, je lui ai parlé de l'envie de finalement, avoir un studio d'enregistrement à la maison Mmh. et de travailler comme ça et il nous a fallu, 6 ans pour pouvoir réunir, les 10 000 € de départ, d'investissement parce que les outils, qu'il y avait à l'époque, c'était, déjà très cher. Il y avait pas autant de cartes son à petit prix. Les logiciels étaient chers, ce Bah, ça micro fallait savoir les utiliser aussi. alors ça allait puisque j'ai fait de la radio, j'ai tourné en studio pendant plus de 10 ans avant de m'installer, dans mon studio personnel. Tu remarqueras que j'ai beaucoup de mal à dire home studio, Ouais. parce que j'ai pas un home studio, comme tout le monde. Mais en effet, je travaille à la maison, donc home studio, OK, je suis d'accord pour ça. Les utiliser, ça, c'était pas un problème puisque j'avais déjà un vécu de radio, je savais déjà, que sur un PC, fallait appuyer tel raccourci ou sur un Mac, fallait appuyer tel raccourci, et puis, voix off, c'est pas être ingénieur du son. Rec, play, stop, c'est ce qu'il faut Mmh. savoir faire. Tu te souviens de ta toute première pub et de la sensation que Oui, ça t'a procuré? oui, c'était naze, c'était une pub chantée pour, pour un journal local qui s'appelait, Les Nouvelles. Et si tu me l'avais demandé ce matin, je te l'aurais chanté, mais là, j'ai un peu peur de mes cordes vocales et en tout cas, j'ai jamais été très, très douée. Et puis, j'ai fait beaucoup au tout début, de façon très naïve, comme j'étais assistante de radio. Je faisais les liners Mmh. pour les animateurs, donc je faisais les jingles et puis après, ben, comme j'étais pas mauvaise en jingle, ben, on m'a demandé de faire un peu plus de pub et cetera et voilà, mais c'était une pub chantée. Eh ben, on va parler de cette carrière, pionnière. Tu fais partie des premières voix françaises à avoir cru. Alors, moi, dans mes questions, j'ai mis home studio. Je sais que tu veux pas entendre parler Oui, non, de mais si, si, ce si, si, terme-là, mais toi, tu je fais suis partie des en premières voix à avoir cru à ça. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque de te lancer là-dedans? Comme tu disais, tu étais en province. Et il fallait avoir un studio professionnel chez soi pour pouvoir travailler. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu pensais sûrement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ouais, à alors l'époque, de te lancer là-dedans? je pense toujours qu'il faut un bon outil de travail pour pouvoir offrir une bonne matière, mais encore une fois, tout dépend de son positionnement, tout dépend de ce que tes clients attendent de toi. En tout cas, moi, je ne connaissais que les studios professionnels et comme ce métier en 2004, quand j'ai vraiment lancé le studio, n'existait pas vraiment et que tous les modèles américains que j'avais avaient des studios de compétition, je parle de Joe Cipriani ou de Don Lafontaine qui étaient déjà équipés avec des micros, Neumann, avec, et pourtant aux États-Unis, ça valait encore plus cher, fallait que ça traverse la frontière à l'époque, hein. En tout cas, l'image que j'avais du travail à la maison en home studio, c'était de pouvoir offrir une captation de qualité à des clients partout et principalement des clients que je voyais comme principalement les studios de production et je pouvais pas arriver en disant: «Ouais, salut, j'ai un micro qui fait coin coin et une carte son, cheap et bah, j'ai mis un peu des rideaux partout et ça va le faire, ça va sonner». Donc déjà, les modèles de home studio comme on connaît aujourd'hui n'existaient pas, les outils n'étaient pas les mêmes, les plugs, etc. Donc il fallait commencer avec du matériel. Ça représentait mon job d'après. Puisque quand on a lancé le home studio avec mon mari, on avait une société qui marchait bien. On faisait de l'animation événementielle et de la décoration de Noël en entreprise. Je suis chef d'entreprise depuis 1998, donc c'est pas depuis hier. Ça représentait, une évolution de mon métier d'animatrice commerciale puisque
J'avais entendu qu'il y avait des annonces qui étaient de plus en plus diffusées en magasin, dans les haut-parleurs et avec des voix juste magnifiques et moi qui faisais de l'animation événementielle en magasin ou dans des salons et cetera, j'entendais de plus en plus des voix dans les magasins qui parlaient finalement à ma place et je me suis dit: «Avant de perdre mon job d'animatrice commerciale, il faut le job dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune, de me sédentariser et de d'avoir mon propre studio, faut que maintenant ça se fasse». Et quand j'en ai parlé à mon mari, on a mis 1 an pour construire la première cabine et ça représentait en fait une évolution de mon métier ou en tout cas de notre entreprise. C Je m'étais donné, 5 ans pour, amortir les 10 000 € que j'avais mis, dans mon premier studio et j'ai amorti le tout en moins de 6 mois. Donc le job auquel je pensais faire pour ma l'évolution du métier, voire ma retraite, ça a été finalement, au bout de 10 mois. J'ai commencé en février 2004 et en décembre, 2004, je prévenais mes clients que c'était fini l'animation événementielle. Ciao, ciao, hop, c'est terminé, je ne fais que de la sédentarité. Si vous voulez entendre ma voix, va falloir, passer par mon home studio. C'est fou quand même, parce que ça devait être, un risque pour toi parce qu'aujourd'hui, beaucoup, créent leur home studio parce que, bah, ils savent qu'il y a beaucoup de comédiens qui passent par là et qui savent quel matériel prendre, comment sonoriser tout ça. Toi, j'imagine qu'à l'époque, même si tu avais des références américaines ou, dans les studios professionnels, ça devait être pas évident de savoir, même si tu savais le matériel qu'il fallait, de savoir si, ton son était, nickel, propre, ou je suis à côté de la plaque, mais tu avais forcément moins de références que les comédiens aujourd'hui. Ouais, les seules références que j'avais, c'était les références de studios de production que j'avais et puis, contrairement à ceux qui démarrent et qui s'installent, j'avais quand même beaucoup de personnes dans la partie qui m'ont dit: «Ton son, ça va, tiens, fais ci, tiens, va plus là». J'ai la chance d'avoir un électricien de mari où on a bossé pendant plus de donc la première fois que j'en ai parlé, c'était en 98 et je peux te dire qu'en 99, toutes mes recherches sur internet, c'était comment fabriquer un home studio, dans les règles de l'art. Et puis, j'avais suffisamment tourné dans des studios professionnels pour voir comment, était fait l'acoustique. Parce que, le secret aussi d'un bon son, c'est pas un bon micro, hein. C'est le comédien, n'importe quel bon comédien saura faire avec les outils qu'il a et puis c'est surtout un bon environnement sonore, une super acoustique qui fait que, ben, la pièce, elle te met en valeur. Donc j'avais suffisamment de retours. Savoir si ça allait marcher ou pas et si c'était un risque, c'était pas un risque parce que je savais que ça arriverait un jour ou l'autre en France. Ça se faisait déjà ailleurs et ça se faisait déjà depuis très longtemps ailleurs. Mmh. Même en Belgique, des collègues belges, étaient déjà équipés. En Belgique! Nous, on avait un train de retard, en fait, en France. Mmh. C'est ça qui t'a poussé à y croire malgré tout, le fait que ça fonctionne ailleurs? Parce que tu mentionnais que certains te regardaient de travers en 2004. Alors, ce qui m'a poussée à y croire, c'est surtout que j'ai vu que j'avais pas besoin de Paris, parce que Paris m'a boudée en me disant, «Quoi? Vous faites quoi? Et vous travaillez comment?» Et donc du coup, comme ils m'ont boudée, ben, j'ai étendu, parlant plusieurs langues vivantes, enfin plusieurs, 3, anglais, français, espagnol et le parlant de façon plutôt conversationnelle, pas non plus fluide, mais conversationnelle. Je suis allée, dans des pays et j'ai démarché à l'international et j'ai démarché en province. Je me suis pas contentée de parce que Paris me fermait la porte, parce qu'ils n'avaient finalement pas besoin de moi et ils n'ont toujours pas besoin de moi, ils ont tout sous la main. Il y a des comédiens qui se déplacent en studio à Paris, donc je vais pas spécialement démarcher Paris pour travailler étant donné que moi, je ne veux travailler qu'en distanciel. C'est un choix. Ils ont pas regretté plus tard quand même, les prods parisiennes sont pas revenus vers toi même pour travailler à distance? Je ne suis personne, ils ont tout sous la Mmh. main, Mmh. tant que tu démarches pas ou tant que tu te fais pas connaître ou tant que alors je dis pas que j'ai pas des clients à Paris, bien évidemment, mais en tout cas pas spécialement des studios d'enregistrement.
puisque les studios d'enregistrement, ils ont suffisamment de comédiens qui se déplacent, qui sont là chez eux, et les studios parisiens, ils ont suffisamment de talent autour d'eux pour pas avoir besoin spécialement de moi. Donc non, et ça continue comme ça me dérange pas vraiment. J'ai des clients à Paris, mais pas spécialement beaucoup de studios d'enregistrement. J'en ai, hein, mais pas, Mm. c'est pas le gros de mon activité. Ok, et par rapport au home studio qui se développe énormément aujourd'hui, toi, comment tu regardes cette évolution du métier avec le recul? Le travail du home studio, il est aujourd'hui pour moi, de plus en plus qualitatif. C'est ce que j'ai toujours voulu, parce que j'ai longtemps été traitée de voix de placard, alors que je n'ai jamais bossé dans un placard, mais le placard reste, pour ceux qui savent, le meilleur endroit pour travailler, rempli de Mm. fringues. Donc du coup, je trouve que ce métier, en fait, il a évolué parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup de home studistes qui se positionnent sur des petits jobs à pas cher, sur des plateformes type Fiverr. Quand je dis plateforme à pas cher, quand c'est 5 $, 5 $ les 150 mots, et que la plateforme t'en prend un, ça fait pas cher le job, en fait, hein. Donc il y a beaucoup de home studistes qui se sont positionnés sur du marché low cost, et certains qui sont positionnés sur des marchés, plus sympas où ils ont un autre accompagnement. Donc moi, je trouve que, en gros, le métier s'est vraiment démocratisé, Mm. popularisé aussi parce que, il y a eu l'explosion des formations, hein. Il y a des gens qui en ont fait un métier que de former les autres. Il y a des formations très qualitatives qui ont poussé et qui n'existaient pas, du tout auparavant. Avant, quand tu te lançais en 2004, quand je me suis lancée, il n'y avait pas de formation à part, les grandes écoles de comédie, mais ça t'apprend pas à être une voix. Une école de aujourd'hui, il y a des thématiques, voix, mais à l'époque, il y a personne qui t'apprenait à être une voix, uniquement comédienne de la voix et pas comédienne avec ton physique. Donc C'était quoi tes références avant que tu te lances vraiment dans la voix? On revient un peu en arrière là, pas mal en arrière même. les références. C'était quoi tes références du coup? S'il n'y avait pas de formation, c'est Ah! que Ah, tu moi écoutais ou? je suis amoureuse des voix.fr, depuis, très longtemps. Bon, et je suis arrivée avant les voix.fr, mais en tout cas, je continue à me former sur, des icônes qui sont, Marie-Dominique Bayle pour tout ce qui est, commentaires, documentaires. C'est pour moi, Marie-Dominique, je pense qu'elle est très peu active aujourd'hui, mais elle a fait tous les documentaires sur Ushuaïa. Mhm. J'ai pendant très longtemps, imité le style de Sylvie Caspar qui, faisait des voix sur Arte et qui avait une toute petite voix comme ça, très, très douce et puis très, pincée. En fait, elle a, les cordes vocales apparemment atrophiées. Je suis une fan inconditionnelle, de Dorothée Pousseau aujourd'hui parce Mhm. que c'est tout le dynamisme, c'est toute, l'énergie, c'est tout le côté un peu complètement dingue de la voix et puis tout le surjeu. Je suis archi fan de Odile Schmidt qui nous a quittés, qui était, la voix de, Gabriella dans Desperate Housewives, qui était la voix de, je crois que je sais pas si c'était la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, c'est Sylvie Caspar, il me semble. Mhm. Je voudrais pas dire de, elle était la voix de Tao, dans Les Merveilleuses Cités d'Or. Je suis fan, et même amoureuse de la voix de Françoise Cadol, de sa grâce Ouais. vocale, de Mhm. son style. J'espère un jour, l'inviter dans un apéro voice. Je fais des apéros avec des comédiens et j'espère un jour qu'elle Oui. pourra nous partager, un peu d'elle parce que j'adore. J'ai même fait une formation avec elle, avec Françoise. Donc, les modèles, j'en ai eu hier, j'en ai encore aujourd'hui. Dès que j'entends un petit jeune ou une petite jeune qui a un truc que j'adore, qui me dit: «Ah mais je veux savoir le faire» et donc je m'entraîne. Aujourd'hui, je m'entraîne avec Sébastien Croteau à faire des voix Mhm. extrêmes. Donc, rien à voir avec mon métier. Je ne vis pas de la voix extrême, mais ça fait partie des formations et ce qui me pousse à me repenser au quotidien Ouais, et ouais, c'est ça. être encore là, au bout de 20 ans passés. Mhm. On va parler des pubs, des marques.
et des voix que tu as faites pendant toutes ces années. En 30 ans d'expérience, tu as collaboré avec des marques très variées, donc de Vuitton à Coca, et plein d'autres, bien sûr. Aujourd'hui, ton actu, Amazon, Tesser. Alors, comment on abordait il y a 20 ans un projet, et comment on l'aborde aujourd'hui? Il y a 20 ans, j'avais pas accès à cet univers-là ou pas, je crois que ma première belle pub, elle remonte à il y a 15 ans. Il y a 20 ans, je ne démarchais pas cet univers-là. J'en avais pas non plus je m'en sentais pas la légitimité, en fait. Parce que je travaillais pas de cette façon et puis il faut dire que grâce à la crise sanitaire, le marché s'est beaucoup ouvert. On a découvert qu'on ne travaillait pas spécialement dans des placards. Paris a découvert qu'on ne travaillait pas spécialement dans des placards. Enfin, je taquine un petit peu, mais il y a beaucoup de studios qui fermaient leurs portes parce qu'ils pensaient que notre matériel n'était pas qualitatif ou en tout cas, ils ont découvert une façon de travailler qui était, différente. Donc j'abordais pas du tout les clients de la même façon. Je m'inscrivais déjà dans des productions dans le volume, principalement dans la publicité locale. Aujourd'hui, j'en ai plus l'énergie. Aujourd'hui, avant, 80 de mon temps, c'était derrière un micro. Je restais 5, 6 heures, voire 7 heures par jour à enregistrer et environ une dizaine d'heures à monter. Tu vas me dire: «Ah, ça fait des grosses journées». Oui, Hmm. des très grosses journées. Aujourd'hui, j'enregistre, ça dépend. Les bonnes journées, 2 heures, les moins bonnes journées, une toute petite heure. Comment tu travailles, toi, aujourd'hui encore avec les sociétés de prod, enfin, tous tes clients? Est-ce qu'ils te laissent carte blanche? Ou est-ce que c'est encore très cadré? On te dit, voilà, non, on le veut comme ci, comme ça, ou alors ils te disent, vas-y, fais comme tu sens. J'ai de tout. Aussi bien, je travaille en direction, en self-direction. J'ai un petit peu de matière et d'habitude. Ou alors j'ai, des prods qui sont hyper carrés. Je fais beaucoup de séances dirigées. Je vais pas dire pas tous les Ouais. jours, mais énormément. J'en ai fait 2 aujourd'hui. Tu préfères, toi? Ah oui, largement, Ouais. largement. Parce que, déjà, ça recrée le lien. J'ai le temps, Hmm. heu, j'ai le matériel, j'ai l'acoustique qu'il faut parce que pour faire des séances dirigées, il faut éviter que les gamins, ils se pointent à la sortie de l'école, faut éviter, d'entendre tu vois, par exemple, là, il y a je suis pas dans mon studio principal aujourd'hui, mais, dans là où j'ai mon studio principal, j'ai des travaux dans ma rue, il y a des marteaux-piqueurs dans juste en face de chez moi pour 1 mois de travaux, j'ai même pas peur, même pas Ouais. peur. J'ai l'outil qu'il faut pour que je n'entende pas le marteau-piqueur qui me dérange. Donc oui, je préfère, avoir la direction et puis c'est mieux en plus parce que quand le client, il sait pas trop ce qu'il veut, où il veut aller, il sait pas Hmm. trop, ça permet avec mon expérience, d'être aussi force de proposition ou alors il a une idée, il est hyper convaincu et en travaillant ensemble, je lui donne d'autres idées et du coup, on arrive à élever la production, j'aurais été incapable de faire ça, les 8 premières années de ma carrière. Incapable, incapable. Même malgré le fait que j'avais déjà finalement, quand j'ai commencé en home studio, j'avais déjà plus de 10 ans de métier. J'en aurais été incapable. D'avoir autant de force de proposition, de crédibilité quand j'argumente quelque chose, d'avoir les idées instinctives et la conviction, de que finalement, tiens, on peut le faire comme ci ou comme ça ou les idées, tu vois? Tout simplement Bah, les c'est ce qui idées. vient avec l'expérience, hein, comme dans tout domaine d'activité. Au début, quand tu fais un enregistrement, même au bout de 10 ans, pour faire 2 versions très, très différentes, tu es toujours quand même un petit peu dans la même rythmique. Aujourd'hui, pour faire 2, 3, 4, 10 versions différentes, j'ai pas de problème. Je reviens toujours à la version à laquelle j'ai le plus confiance parce que je me dis, le but, c'est de me faire entendre par le public Hmm. qu'on a ciblé. Donc, du coup, de parler précisément à ce public-là qu'on a touché, qu'on a envie de toucher. Si tu devais retenir un projet ou une campagne ou une marque qui t'a particulièrement marqué là tout de suite, que ce soit artistiquement ou humainement. Alors,
Sans réfléchir, il y en a une qui m'est venue tout de suite, mais sache que j'ai, dans ma carrière, fait, je pense, largement plus que ce que je ne pensais faire un jour avec ce métier. J'ai Mm. j'ai eu des expériences de dingue. Faut savoir que du temps où je faisais que de la publicité ou principalement de la publicité locale, je faisais entre 30 et jusqu'à 70 projets par jour. Donc autrement dit que Ouais. Mm. en plus de 30 ans de carrière, forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a eu des anecdotes super croustillantes et rigolotes. La première fois où j'ai dû faire des attentes téléphoniques très sensuelles, voire ultra cul, en tut, le gros bip, en disant une phrase très simple avec plein de prénoms de garçons. David, David, décroche. David, il y a quelque et ça finissait en orgasme vocal, en hurlant vraiment, l'orgasme avec le prénom. C'était très cocasse et j'étais beaucoup moins gênée que les 2 ingénieurs du son et le client que je regardais en je disais: «Ça allait là?» parce que moi j'étais comédienne, donc je m'en foutais Oui. d'une sensation d'homme. Moi, ce que je voulais, c'est de savoir si la voix était bien positionnée et cetera. Donc ça restera parmi les moments de studio très rigolos. Et le plus beau, celui qui m'a je pense un qui m'a le plus touchée, c'est qu'un jour, j'ai appelé un client parce que j'ai osé l'appeler parce que c'est devenu un client. J'ai regardé un jour des vidéos sur YouTube et je tombe sur une vidéo qui me touche tout de suite. J'avais pas le son, mais les images, la délicatesse des images, la lumière sur son travail et je monte le son et là, j'entends une voix et là, je dis: «Ça fout tout en l'air, quoi» et j'ai eu le culot, je te parle de ça, c'était il y a 5 ans. J'ai eu le culot Mm. d'enregistrer le texte en entier et de lui envoyer et je lui ai téléphoné au même moment pour lui expliquer ma démarche, en lui disant que j'étais, comédienne, que peut-être que cette voix-là avait été faite peut-être par la cliente elle-même parce qu'elle voulait parler de son savoir, mais qu'avec une voix, professionnelle, on pouvait apporter une autre dimension à ces images. Il a été extrêmement gêné, je pense. Il a dit très peu de choses. Peut-être un mois après, il me sortait un film pour expliquer le travail avec une voix débutante et avec une voix inspirante et inspirée. J'ai osé présenter ce projet à un concours de voix off international que je fais chaque année depuis 2019 et j'ai eu ma deuxième nomination en tant que meilleure interprétation artistique internationale et j'ai eu mon premier award grâce à Ouais. ce film finalement Mm. pour lequel On va en parler après, ouais. Mm. j'ai pas touché un rond, mais c'était uniquement un ressenti, une vibration qui fait que je savais que j'avais quelque chose à apporter sur son film. Tu es la voix antenne encore de Totem et Delta FM? Oui, Ouais, depuis oh plus là de 20 là, ans? oui, les premiers liners pour Totem, j'étais enceinte de Romain jusqu'au cou. Je devais avoir 6 mois de grossesse. J'étais en vacances et ils m'ont fait venir en studio. Dans leur studio, on avait loin un beau studio. Heureusement, il y avait la clim parce que c'est dans la région avéronaise. Et oui, Totem et Delta FM, fidèles Ouais. partenaires depuis, sont juste à côté de chez moi. On a commencé, ils étaient à rien du tout et aujourd'hui, ils trustent le marché sur la région dunkerquoise. Donc, de belles radios locales qui sont devenues en DAB+, et en régional, des puissants partenaires de communication et j'en suis très fière d'être encore à l'antenne avec eux. Une voix antenne, en général, c'est 3 ans et chut, hop là, c'est fini. Voilà. Ouais, ouais, c'est pour ça, je voulais savoir ce qui te plaisait dans cet exercice particulier pour rester plus de 20 ans fidèle. On grandit ensemble. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils font des anniversaires, ils me ressortent les premiers liners. Puis ils me disent: «Mais si, c'était bien!» Euh, Non, c'était vraiment une autre époque. C'était, mais c'est pas grave, je j'ai pas honte. C'est de là où je viens. J'ai pas toujours eu cette voix. Exactement. J'ai Beaucoup de pas eu comédiens voix qui ont la même réflexion, évidemment. Ils écoutent ce qu'ils ont fait il y a 5 10 ans. Et c'est là que tu vois tout le chemin parcouru, ouais, bien sûr. alors moi 5 10 ans, il y a pas eu beaucoup d'évolution, mais entre, 30 et 20 ans, oui, il y a Voilà, ouais.
gap énorme, hein, ouais. Comment on fait pour garder encore, au bout de 30 ans, une voix fraîche, reconnaissable, toujours incarnée sur la durée? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est un peu plus dur? Parce que c'est quand même un métier qui est facilement expressif, voilà, quand je sais que c'est pas évident, des fois, il y en a, ils sont pas forcément au top dans leur vie, et puis on leur demande d'avoir beaucoup d'énergie au micro. C'est pas évident, donc j'imagine aussi que toi, tu as eu aussi des périodes plus compliquées, même si on va pas rentrer dans le détail, mais comment on Mais ça fait pour c'est garder ah, tout ça en 30 ans, le quelque décret chose de d'une belle. tonique tout le temps, quoi? Alors, je ne suis pas toujours tonique. D'ailleurs, je suis, vraiment au ralenti. Si tu m'avais connue il y a 15 ans en arrière, j'étais une bombe bouillonnante d'énergie. J'ai un cerveau qui est toujours en activité, j'ai beaucoup d'idées à la seconde. J'avoue qu'avec l'âge, Dieu merci, commence à se calmer ce cerveau et j'ai moins d'idées et moins de l'envie de tout chambouler et j'ai un peu plus de sagesse. Qu'est-ce qui fait en fait que artistiquement je suis encore à ma place? C'est que j'ai mis longtemps à me considérer comme professionnelle et je continue à me former aujourd'hui. J'ai fait 3 jours de formation intense en mai dernier où c'était très musclé. J'ai prends des cours particuliers avec des coachs, tout univers confondu. Je continue à si avant je ne faisais pas attention à mes cordes vocales, aujourd'hui, je fais extrêmement attention à mes cordes vocales. Ce qui a fait que je ne me lasse pas, c'est le fait de ne jamais être, satisfaite de ce que je propose et de toujours vouloir plus, encore mieux. Encore plus précis, encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort. J'adore me dépasser. Je crois que mon mari dit que je suis une éternelle insatisfaite. C'est vrai parce que à peine je commence à choper un truc ou avoir un truc que je vais déjà au-dessus, au-delà et encore mieux. C'est très fatigant et très épuisant. Ouais. Ce qui m'a permis, de résister au plus dur pour moi, c'est pas de réussir. Le plus dur dans ce métier, c'est pas de réussir, c'est de tenir et de tenir dans la solitude qu'est ce métier. On est seul face à soi-même, face à son travail. On est critiqué sur notre travail et jugé sur notre travail. Quand tu as un ego démesuré, bon courage! Ouais. Parce que c'est difficile. Ce qui est très difficile, c'est de résister à toute cette solitude d'enfermement. Je suis pas devenue agoraphobe, mais j'avoue que je suis bien, avec ma famille, mon studio, alors qu'avant, si je voyais pas, 100 personnes dans la journée, j'étais triste. Aujourd'hui, Mmh. j'avoue que non, pas trop souvent. Ce qui est vraiment ma botte secrète, puisque j'ai plusieurs bottes secrètes, je pense que j'avais un caractère de leader, de fonceuse. C'est une de mes bottes secrètes. J'avais déjà, pas mal d'acquis avant de m'installer dans ce métier. Je crois que j'avais le tempérament aussi pour pouvoir, le faire. J'ai surtout je parle de moi avant parce que c'est ma nouvelle philosophie. Avant, jamais je me serais citée dans ma réussite, mais depuis, je me cite, et je le fais en premier parce que je crois que pour rayonner, et faire rayonner les autres, il faut déjà, rayonner Mmh. soi-même et Ouais. charité bien ordonnée, je crois, commence par soi-même. En tout cas, Mmh. Mmh mh. ça va bien depuis que je me sers en premier dans ma vie. J'ai ma deuxième botte secrète, c'est mon mari, fidèle partenaire depuis, 98. Il a toujours été à mes côtés. Il a mis sa vie entre parenthèses pour que je puisse, réaliser mon métier. Il a pris à sa charge, tout l'aspect administratif, comptable de l'entreprise et il a élevé nos 3 enfants et il y a pas beaucoup C'est d'hommes beau. de son âge qui Mmh. sont capables de se mettre entre parenthèses Mmh. pour Ouais. une femme en plus, hein. C'est l'amour, là. Et Ouais, ouais. surtout, pour l'équilibre de la famille, surtout un homme de son âge. Il va sur sa soixantaine. Mmh. C'est quelque chose de précieux. Et enfin, ma troisième botte secrète, elle est toujours humaine. C'est mon ingénieur du son qui est mon partenaire depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai la chance de collaborer avec un ingé son pour 60% du travail que je fais. Et
Ça, c'est précieux. Un gain de temps, Mmh. un gain d'efficacité. Tout ce que je livre, c'est parfait, léché. En tout cas, tout ce que je livre à des clients qui ont besoin, de production plus aboutie, c'est léché. Tout ce que je livre en e-learning, je peux faire 10 000 mots, il y a 0 erreur de lecture, 0 erreur d'encodage de fichiers de son. Donc c'est Mmh. vraiment ma botte secrète et voilà, mes 3 OK, bottes. ça marche. Tu as reçu plusieurs victoires aux One Voice Awards. On en Mmh. a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette reconnaissance internationale ou... Énormément de fierté. Hmm. Heu, Parce que à la base, c'est parti d'une complicité avec mon ami, et collègue François Lidov, où, dès le départ, on je crois que la première fois qu'on a dû postuler, ça devait être en 2018, où on n'a pas été remarqué du tout, ni lui ni moi. La deuxième fois, non, c'était en 2019 la première fois, puisqu'en 2020, quand j'ai été nominée, avec lui et on s'était dit que de toute façon, on devait y aller parce que ça faisait depuis 2018 qu'on s'intéressait à ce que faisait, le travail de One Voice, pas spécialement pour le concours, mais tout le programme de formation, hyper intéressant, qu'il proposait. Et donc, on était hyper intéressés, d'aller sur place, d'aller se former encore plus et cetera. Quand tu es reconnu dans la profession en tant que meilleur artiste international de l'année, que tu sais que tu écoutes et te jugent des experts du métier, des gens qui ont des gros studios, des grosses agences, comment ne pas avoir un petit peu de fierté quand tu sais qu'on est quelques centaines à participer? Cette année, je crois qu'on était 4 000. Comment ne pas avoir un peu de fierté de se dire que tu as remporté un prix, pas une fois, mais 4 fois, Hmm. heu et nommé 6 fois. J'ai été nommée aussi à Dallas et gagné à Dallas. Comment ne pas avoir de la fierté? Hmm. Qu'est-ce que ça m'en apporte à part de la fierté? Un réseau de dingue avec mes copains et mes copines du monde entier. Je fais de la production de contenu, je revends aussi quelques collègues voix off et tant qu'à faire, quand tu connais tes collègues, que tu discutes, que tu as le plaisir d'écouter leur travail, que tu vas piocher dans la meilleure sélection internationale, c'est que du bonheur après de travailler avec des gens que, un, tu connais, pour que tu as vu, puisque, je me suis rendue pour la 4e fois cette année à la One Voice, avec toujours autant de bonheur et de plaisir. Des contrats, non, non. Ça ne m'a jamais, en France, personne connaît, Ok. en à l'étranger, ça n'a pas beaucoup enfin, bien évidemment, pour ceux qui sont dans les pays, mes collègues qui sont nominés, elles tournent tous les jours en studio. Moi, je suis un peu trop loin de l'Angleterre pour pouvoir, vraiment, aborder, me servir de cet award, de cette façon et puis, à chaque fois, je me dis, même cette année encore, je me dis: «Allez, même si je le gagne pas, je m'en fous, j'y vais» parce qu'en plus, ce que j'ai présenté, c'était magnifique. J'étais très fière. Chaque fois, je dis: «Ouais, je participe plus». D'ailleurs, j'ai plus envie de participer parce que c'est angoissant. Tu as envie d'être nominé et tu as envie de gagner en plus, Bien sûr, parce que c'est pris ça par le jeu, fait ouais. Hmm. ça fait vraiment plaisir. Puis parce que je suis compétitrice, j'adore ça donc Hmm. et cette année, j'ai pas gagné. C'est une Allemande qui a gagné et comme a dit mon ami François Lidov, heu, elle a une interprétation à nous faire aimer la langue allemande. C'était magnifique ce qu'elle a proposé. C'est vrai Donc que l'allemand, on n'a rien contre eux, mais bon, c'est pas une langue c'est pas une séducteur, langue quoi. hyper sexy, mais elle a su rendre l'allemand, sexy. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit. Elle a su Ouais, donc dans la cette performance est là, ouais. la performance est magique Hmm. et en plus l'artiste est génial, Margit, et donc voilà, ça m'apporte surtout un réseau de collègues, que j'ai plaisir à retrouver chaque année. D'ailleurs, même si je ne postule pas l'année prochaine, je me dis: «Non, je peux pas rester un an sans y aller». C'est tellement bon de voir mes collègues, tellement bon de célébrer avec eux, de me former avec eux et puis, ça m'apporte des connaissances que peu de personnes ont, en fait.
On a parlé d'intelligence artificielle bien avant que ça arrive à la bouche, des oreilles des Français. Ouais. Heu, Ça m'apporte une connaissance des tarifs qui sont pratiqués outre-Manche, puisqu'eux, ils ont, un métier qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus ouvert aussi. Donc les One Voice, en tout cas, ça m'apporte, du bonheur, de fierté, mais Mmh. c'est beaucoup d'outils de travail que ça représente, en fait. Comment ça se passe grosso modo les One Voice? C'est tu postules, tu envoies une démo, après t'es convié là-bas? Comment ça se passe en quelques mots? Alors, tu postules, tu envoies ta démo. Et si tu es nominé, tu reçois un petit mot comme quoi tu es nominé dans telle ou telle ou telle catégorie. Il faut savoir que nous, on ne peut participer qu'à la catégorie internationale, puisque ce concours est réservé principalement soit aux Américains pour celui de Dallas, soit aux Anglais du Royaume-Uni et de toute l'Angleterre, pardon, pour les anglo-saxons. Donc nous, la seule catégorie dans laquelle on est la bienvenue, c'est la catégorie internationale. Mmh. Donc si tu es nominé, tu reçois un mail, et ensuite tu es pas invité, hein, tu payes ton billet, tu payes ton hôtel, Ah tu as ouais! formation, Même heu, nominé, quoi. mais tu es Ouais. pas obligé de te déplacer. Il y en a beaucoup qui ne se déplacent pas, Mmh. pour aller faire la fête avec les copains, en Tu t'es fait. jamais Donc c'est déplacé, toi? totalement si, comme je te l'ai dit 4 fois, 4 fois, tu t'es je déplacé là-bas pour le oui. voilà. Ouais. 4 fois, mais parce que je j'y vais pour me former, parce que j'y vais pour faire la fête et Mmh. célébrer, parce que j'y vais pour, enrichir, tout ce que je veux savoir de ce métier, parce que je suis quelqu'un, un des secrets de ma réussite aussi, c'est ma grande curiosité. J'aime savoir, j'aime connaître, j'aime savoir qui fait quoi et comment ça se passe. Et quand il y a des réunions de qualité qui se passent, malheureusement, ça n'existe pas à Paris ou en tout cas, je n'y ai pas accès. Peut-être que les voix.fr font des réunions entre eux, mais nous, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas, participer à leur événement. Mmh. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose d'un peu plus ouvert en France. Heu, Concours ou pas concours, mais ne serait-ce que formation. On commence là avec, Stéphanie Mattard. C'est surtout Stéphanie Mattard, collègue Mmh. voix off américaine, avec cette culture américaine, celle qui considère ce métier aussi comme, un business, puisque c'est un business. Moi, je l'ai toujours pris comme un métier, business, pas comme un métier artistique, Mmh. puisque je me considère avant tout voix off et pas spécialement comédienne. Donc Stéphanie qui aborde le métier comme je l'aborde, c'est-à-dire comme, je vends un service, je vends une prestation de service et je mets tout en œuvre pour, vendre cette prestation de service. Donc je suis chef d'entreprise et pas Ouais, artiste, c'est ça. interprète, Mmh. intermittente du spectacle. Donc du coup, elle fait, une réunion voix off, fin du mois de septembre et on se réunit pour tous ceux qui aiment la voix, son voix off, producteurs ou peu importe, qui veulent faire la fête avec nous. Tout le monde est le bienvenu. Et c'est à Paris, OK, fin en septembre, septembre. je communiquerai prochainement sur mes réseaux. Elle a déjà commencé à communiquer sur les siens. Ce sera le 27 septembre. Et si vous voulez plus Ouais. d'informations sur tout ce qui va se passer, on fait un apéro Voice le 5 septembre avec Stéphanie Mattard. L'apéro Voice, c'est quoi? C'est ce que j'avais lancé pendant la crise sanitaire pour essayer de créer des ponts entre nous et essayer qu'on soit pas Mmh. tous l'un sans l'autre, mais qu'on partage, notre vision du métier, qu'on partage des tips, qu'on partage des connaissances. Donc j'invite, quelqu'un, qui est bien installé dans le métier. J'ai reçu, des producteurs, américains, j'ai reçu, des agents, parisiens, et là j'ai relancé seulement depuis le début de l'année, donc je n'ai pas reçu encore beaucoup de monde, mais j'ai eu le plaisir d'accueillir Hervé Lacroix et dernièrement Sébastien Croteau, qui est donc lui, une voix que l'on entend dans tous les plus gros jeux vidéo, triple A comme ils le disent, aux États-Unis. Et la prochaine invitée, le 5 septembre, c'est Stéphanie Mattard, où on va parler de la voix off à l'international, de sa carrière, de qui elle est, de comment elle aborde le métier justement. Et puis on va parler de cette réunion qu'elle organise, à Paris,
qui est totalement gratuite. Tu viens, tu payes tes consos, tu payes ce que tu manges, point barre. C'est juste le fait de se réunir. Il y a pas de formation, il y a rien d'autre. Donc, si vous voulez en savoir plus, sur mon site internet, il y a une page de blog, qui s'appelle les Apéro Voice. Vous tapez, je crois, Apéro Voice sur internet, ça ressort pas mal. Ouais, bah, on le mettra dans la description. C'est génial, ouais. En tout cas, on reçoit un invité et après, on est entre nous, on papote entre nous en petit salon de 4 ou quand on est un peu moins, une grosse dizaine ou une quinzaine, bon, on reste Mhm. tous ensemble. Ça délire beaucoup, l'alcool aidant, à consommer avec modération, mais ça délire beaucoup, on sort du cadre, la dernière a fini à 4 heures du matin. Tu vas, tu viens, tu fais comme tu veux. Tu peux venir, et rester une demi heure. Voilà, en général, il y a pas de rediff, mais j'essaye maintenant, comme le contenu est vraiment de qualité, que tout le monde me dit: «Mais pourquoi j'ai pas pu?» On était une quarantaine la fois dernière et c'est génial pour partager, entre nous et tous niveaux confondus. Il y a du grand newbie, de la voix off, hyper ultra débutant qui s'est pas encore lancé, jusqu'aux, Ouvert à personnes tout qui le ont monde. le Mhm. métier. Voilà. Ok. Ce serait bien de faire ça en présentiel, j'en parlais avec une autre comédienne là. Bon, la logistique est beaucoup plus compliquée, évidemment, mais ce serait bien, un petit week-end de cousinade de voix off. Alors ça a été déjà, fait et organisé. Là, ce sera un week-end puisque moi j'arrive la veille. On a déjà prévu de se retrouver à plusieurs la veille. Stéphanie, elle fait donc ce 27. Moi, la veille, je serai sur place et je vais essayer d'organiser quelque chose avec les copains et les copines qui se déplacent de loin parce que normalement, j'ai peut-être ma collègue Margit, d'Allemagne qui vient. J'ai, ma grande collègue, des Pays-Bas, Marteld, qui sera là aussi. J'ai, Katie Flamen, pour moi, un coup de cœur, vocal et en plus de ça, une excellente comédienne et une bonne commerçante, si je puis dire ainsi, puisque j'adore la façon dont elle manage son business, avec qui elle fait ses démos. Elle va les produire aux États-Unis. Elle a signé la dernière avec Joey Cipriano, bref. Elle continue à se former, ça fait partie des modèles pour moi et Katie sera là normalement. Elle m'a dit qu'elle avait réservé son Eurostar donc on sera pas que français, on viendra d'un petit peu partout et vraiment tout niveau confondu puisque j'ai aussi des débutants qui m'ont dit: «Ah mais est-ce que j'ai le droit de venir? Moi je suis pas encore voix off». «Oui, tu as le droit». C'est justement l'occasion pour toi de prendre la température, savoir si ce métier est fait pour toi, savoir, choper 2-3 petits tips, des contacts, créer du lien, en fait. C'est ce que j'ai toujours aimé dans ma vie, créer du lien. Alors aujourd'hui, ce petit week-end de 2 jours, c'est un petit peu comme une association de voix, de home studistes. Ça Mhm. fait, des années que j'en parle, mais c'est toujours les mêmes qui bossent. Donc j'y ai laissé beaucoup de plumes émotionnelles la dernière fois. C'est fini. Aujourd'hui, je pense à ma carrière. C'est difficile actuellement de vivre de ce métier, beaucoup plus qu'à une période. Même les plus grands sont touchés, même moi, je suis touchée. Tu ressens une baisse de chiffre d'affaires, Alors, le quand même, chiffre là? est une chose, l'activité en est une autre, tu Ok. vois? Je ressens, une activité très différente où les codes ont complètement changé, où, il y a une concurrence qui est féroce, puisque maintenant, soit la concurrence est formée et donc elle est de qualité, soit la concurrence n'est pas vraiment formée et fait ça, à côté d'un autre job et fait ça pour, 5 $. J'ai rien contre, des pratiques différentes du métier, je m'en fous complètement, mais je m'en fous complètement. C'est pas ça qui va me voler le travail. Par contre, aujourd'hui, comme, i on est quand même dans une crise internationale, faut le savoir, hein, depuis que les États-Unis, sont arrivés, il y a des budgets qui passent plus, ou il y a des commerçants qui attendent, ou des formations qui sont complètement à l'arrêt et je parle de grands groupes, ceux qui font des jolis sacs et ceux qui font, des parcs d'attractions, bah, qui ont tout mis aux arrêts pour savoir, comment ça allait se passer, comment la crise allait Mhm. passer, comment les relations internationales allaient passer. Et puis, j'ai une concurrente de taille qui est extrêmement douée, qui est de plus en plus douée, qui fait partie aujourd'hui intégrante du game et qui va prendre 10 fois plus de valeur dans les 10 années à venir. C'est ma copine intelligence artificielle
et qui Mmh. forcément, j'ai eu encore le cas hier d'une cliente qui m'a dit: «Oh mais regarde, j'ai reçu des voix». C'est pas hier, c'est la semaine dernière, mais j'ai refait le travail pour elle, hier, donc voilà pourquoi ça donc elle me dit: «J'ai reçu des voix, je t'appelle parce que tu es la seule des 4 voix qui a respecté le brief et je vais rien te demander de retoucher». J'étais très fière et elle m'a fait écouter, donc le brief était super. On demandait dans ce brief d'être des personnages, qui interprètent des vraies personnes, donc fallait quand même un petit peu d'acting, un petit peu de on te demandait pas d'être une belle voix. On te demandait pas de dire: «Bonjour, je suis Martine, je m'appelle Nana, j'ai 35 ans» et ce que j'ai entendu, c'était un peu ça. C'était un petit peu finalement, ce qu'une très jolie voix off, artificielle, une voix artificielle fait. C'était Mmh. un joli travail de voix artificielle et c'était tellement joli que c'était mal interprété et qu'on aurait pu croire que c'était de la voix de synthèse et donc tout ça pour dire que certains clients, ils ont je lui ai dit: «Non, c'est pas de la voix de synthèse, c'est une voix qui manque de d'acting, tout simplement». Je lui ai dit: «Bah, on aurait pu faire comme ça, tu vois? Là, elle aurait pu rajouter un peu de dynamisme, là, un peu d'onomatopée, des hésitations, comme dans la vraie vie, comme quand je parle. Mmh Là, mh. je parle, j'ai plein de, là, je cherche mes mots, j'ai des rythmes qui sont différents, donc je ponctue pas mes phrases». Je vais encore reciter François Lidov, mais c'est avec lui que j'ai travaillé le ton naturel parce que dans la vraie vie, on dit pas: «Bonjour». Bonjour, je m'appelle Estelle Hubert. Non, je dis pas ça. Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 52 Mmh. ans, je suis comédienne voix off. Voilà, on ponctue pas les phrases en mettant des points parce qu'il y a écrit un point. Donc, le naturel de la voix, il est en tout cas, voilà. Donc j'ai retravaillé, elle m'a permis bah, en fait, elle m'a demandé de comme je lui ai dit: «Bah, elle aurait pu faire ça, 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 ça», elle m'a dit: «Ben, tu vas le faire». Mmh. Parce que j'ai demandé à refaire, ils m'ont refait la même chose, donc ou peu de choses différentes, donc voilà, donc On te demande parfois de coacher ou de conseiller des jeunes voix? Si oui, que leur dis-tu en priorité? Alors ouais, 2 questions dans la même question, mais c'est pour toi, quelle est la qualité la plus précieuse pour durer dans ce métier? je vais Ouais, de commencer par coacher déjà, ouais. non, bah, j'allais commencer par, bon, alors coacher. Je n'en fais pas une activité parce que je suis comédienne voix avant tout, mais j'adore, j'adore, j'adore transmettre. Donc je transmets au travers des apéros voice, je Mmh. donne beaucoup de tips. Je fais attention maintenant parce que je me suis longtemps aperçue que quand tu donnais du tips gratuit, il y avait beaucoup de gens qui savaient pas en apprécier la juste valeur. Donc j'ai appris à me taire et aujourd'hui, quand je sens que quelqu'un a de la valeur, que je sens qu'ils ont envie de se dépasser, qu'ils savent me parler et m'aborder aussi, eh bien, je donne de mon temps, par le biais de coaching. J'ai pas accompagné beaucoup de personnes, mais en tout cas, j'en accompagne un à la fois. C'est pas j'en fais pas un marché. Mmh. Il y a des gens qui font du coaching voix off, bah, je viens de donner le nom. C'est un métier. C'est un métier que de faire du coaching et d'en assurer un Mmh. revenu. Moi, ça reste, l'aspect plaisir et je veux que les gens, mettent une pièce. Pourquoi? Parce que tu respectes un peu plus quand il y a de l'argent en jeu. Tu respectes finalement ce qu'on t'enseigne et tu respectes aussi, le savoir. Ce qui est gratuit, ça a pas beaucoup de valeur pour beaucoup de personnes, malheureusement. Moi, j'adore. Pour certaines personnes qui n'ont pas un rond, on troque. Bon, après je peux pas troquer avec beaucoup de personnes parce que faut que j'ai un besoin aussi. Ensuite, ta deuxième question, le secret pour durer? Mmh. Non, moi déjà, il faudrait commencer par le secret pour réussir. Je crois que les Mmh. études le montrent, hein, dans le monde, une étude qui a été faite, je voudrais pas, je pourrais avoir très facilement les chiffres, mais je voudrais pas dire de bêtises. Mmh. Je crois que sur, presque 500 professionnels interviewés par une association de voix internationale, qui a pignon sur rue, il doit y avoir, moins de 50 qui développent plus de 10 000 € par an, Ouais, tu vois? Et qui sont professionnels, ouais, qui vivent de ça, hein. ouais, c'est Donc peu. Mmh. donc déjà, faut déjà, pouvoir avant de durer, faut pouvoir déjà en vivre. Mmh.
J'ai tellement de gens autour de moi qui ont démarré tout feu tout flamme, j'ai tellement d'exemples. Réussir dans ce métier, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas parce que tu es le meilleur des comédiens, que tu as appris, que tu t'es formé, soi-disant, que tu es comédien professionnel ou qu'on te l'a dit, c'est pas pour autant que tu vas avoir du job, hein, parce qu'on ne dit pas comment avoir le job, Mmh. justement. On t'enseigne Mmh. pas ça. Et si tu as Mmh. pas un minimum de savoir-faire, d'attitude commerciale, de crédibilité aussi, puisque c'est bien beau de savoir faire le job, mais à qui te vendre? Comment? Qu'est-ce que tu envoies? Quel format? Comment tu réponds au casting? Tout ça, on ne te l'apprend pas partout. Mmh. Et si malgré tout ça, tu le sais, eh bien, les places coûtent extrêmement cher, mais extrêmement cher. Quand j'ai commencé sur Voices, en 2004, Ouais. Voice 1, 2, 3, pardon, en 2004, il y avait pas beaucoup de casting, on devait en recevoir un par semaine et à côté de moi, j'avais, Julie Bataille, j'avais, Gaëlle, Savary, Mmh. j'avais, des waouh comédiennes, hein. Mmh. J'avais Ouais. des nanas qui waouh et j'arrivais à en remporter quand même de temps en temps. On n'était pas notés, mais j'avais quand même des contrats et j'étais super contente. Après, quand je me suis vraiment consacrée, à ma carrière internationale, aux plateformes, j'ai toujours fait du choix et j'ai toujours choisi mes castings. J'arrivais à gagner un casting sur 4 envois de démo. J'ai toujours choisi mes projets. J'ai toujours Mmh. fait beaucoup de sélections parce que je suis pas la voix de tout, hein. C'est un grand mot à la mode, être caméléon, mais moi j'ai pas envie d'être la voix de tout et je ne suis pas experte en tout. Mmh. Donc forcément, j'ai un taux de conversion qui est très bon. Aujourd'hui, je me suis réinscrite dernièrement sur les plateformes. Ouais. Je dois Mmh. être à, 1 sur 20, je crois, ce qui est juste, une perte de temps parce que je me dis qu'avec toute mon expertise, je sélectionne, je ne réponds pas à tout et je réponds rapidement. Donc je multiplie donc les chances de réussite puisque je vais là où je suis sûre quasiment que j'ai des chances, que je sais de quoi je parle et que j'ai quelque chose à proposer. 1 sur 20. Ouais. Et des fois, je réponds en moins d'une heure et je suis la 40e. Oui. Donc Mmh. voilà. Donc le plus dur, c'est pas de durer, ça c'est extrêmement dur, c'est de réussir déjà à commencer à en vivre. Est-ce que, tu as des rituels, des petits gestes qui t'aident à entrer dans l'interprétation? Oui, je me donne beaucoup d'onomatopées. Mmh. C'est-à-dire, j'aime me lancer avec des petites phrases du style, quand c'est un jeu ou une pub, un petit: «Hey! Tu vu?» Ou quand je dois raconter un commentaire, c'est: «Il était une fois». Mmh. Heu, J'aime beaucoup aussi me mettre des musiques en retour de casque. J'ai, une trentaine de musiques et quand ça m'aide beaucoup à proposer des interprétations différentes parce que par rapport à la musique, je vais pouvoir, m'inspirer différemment. Donc si j'ai envie de changer de ton plus facilement. Je travaille rarement au casque. En général, quand je pose mon casque, je ne mets que une oreille en Ouais. écoute, l'autre oreille, libre. Mmh. Heu, Quand on a des graves problèmes d'interprétation, bien souvent, je dis: «Pose ton casque, arrête de t'écouter, on s'en fout de ta voix. On s'en fout complètement de ta voix. Mmh. Arrête de ton articulation, on t'en tape. En plus, aujourd'hui, si tu veux éviter de parler comme justement une voix de synthèse, ben, justement, cultive cette particularité, ce petit che qui siffle, ce petit s qui savonne, qui est pas très proprounet, sois justement toi et différent. Donc si j'ai, un tips à donner, c'est justement arrête d'écouter ta voix. La belle voix, on a tous une voix, c'est pas parce qu'on m'a jamais dit dans mon métier: «Tu as une belle voix». Jamais, Mmh. jamais. Mmh. 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 Ouais. Arrêter de s'écouter et vivre son texte comme on le ressent. Il y a beaucoup de comédiens qui jouent sur la voix justement naturelle. Le propre, c'est hyper important au départ quand tu commences ce métier. Je dirais que pour être quelqu'un qui on en discutait avec Sébastien Croteau. Pour faire son métier, il faut quasiment plus de 10 ans en ayant déjà un bon niveau.
Moi, je dirais que pour être, un bon comédien voix et commencer à être crédible, faut au moins 5 ans. Heu, moi, pour mon cas, ça a été plutôt 15, pour commencer à avoir un peu plus de crédibilité et de facilité. Même en publicité locale, hein, parce que tout le monde dit ou j'ai entendu des gens dire ou des recommandations, «Oui, faites de la publicité locale, c'est facile». Allez les gars, je vous défie de rentrer dans un Ben non. studio de pub locale. Mm. C'est hyper, hyper, hyper difficile Ouais. en fait. Mm. Donc en fait, particulièrement aujourd'hui, plus on avance dans l'ère du numérique, plus justement, cette sensibilité personnelle, cette différence, cette voix, qu'on a, extravagante, folle, ou au contraire, très narrative et très intérieure, au plus il faut cultiver justement ce fait de pas être caméléon, mais d'être unique, Mm. unique et d'être sa propre, proposition de valeur, être unique et c'est là où on pourra faire la différence par rapport à tout ça et Ouais. j'en suis convaincue. Non, c'est vrai, parce que si on est choisi, c'est pour notre style. C'est pas parce qu'on sait imiter ou faire du mimétisme sur tel ou tel projet. C'est C'est ça. parce que voilà, c'est toi, c'est tu corresponds, toi et personne d'autre pour ce projet-là en tout cas. Donc Et les bonnes écoles de formation le disent, en fait, hein. hmm, On te demande pas de faire tous pareil, on te demande d'interpréter comme toi tu le ressens. Un très bon directeur artistique va te faire partager ce qu'il ressent, va te donner des adjectifs, des: «Tiens, je sens une voix plus intérieure. Tiens, tu un peu trop surarticulé ce passage, fais-le, plus fluide» ou «Tiens, là, je voyais plus de gouache dans celui-là. Oh, tu peux pas me mettre de la malice là, et hmm, donc il va t'aider, il va te guider et on a tous notre propre, niveau d'interprétation justement de qu'est-ce que la malice pour toi? Qu'est-ce que ma meilleure amie que j'avais au téléphone qui me disait, tiens, elle était avec un de ses clients, elle voulait se mousser, ma copine, elle est voix off: «Fais-nous une voix sensuelle». Et je lui ai dit: «Mais c'est un peu léger, c'est quoi le brief? C'est quoi, pour toi une voix sensuelle?» Elle a été incapable de me dire. Donc je lui ai fait 3 types de voix sensuelles. Une voix sensuelle, très jeune, très, coquine, malicieuse justement avec, petite voix un peu pétillante. J'ai fait ma voix sensuelle normale, qui parlait de choses sensuelles et après j'ai fait la grosse charogne assoiffée de sexe, voilà. Donc tout est niveau d'interprétation et degré ah, d'interprétation puis en à fait. quel public on s'adresse aussi. Voilà, c'est Hmm. ça. Donc là, j'étais en privé, je pouvais me lâcher. Oui. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Encore Cool. deux petites questions. Est-ce qu'il y a un T'as projet que tu... Pardon? as bossé l'interview, hein? Waouh! Ah ouais, ah bah oui, 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 on les bosse, hein. Bravo, bravo. Toujours. Quel projet tu rêverais encore de faire avec ta voix, s'il y en a un, encore un projet que tu rêves de faire? C'est pas un rêve, je rêve de travailler avec des gens qui me ressemblent et je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai des tous mes clients sont des clients de choix. On s'est choisis. On a beaucoup de chance de collaborer ensemble. J'ai pas que des clients, Amazon et Tesser et Coca-Cola et j'en passe. Mm. J'ai aussi des toutes petites productions, j'ai aussi des petites réalisations, qui font des grands films, qui me bouleversent le cœur donc mon plus beau rêve, ce serait d'essayer d'arriver, à ne jamais arrêter ce métier. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'arrêterais ce métier, mais il y a quand même beaucoup de feux qui disent que, ce métier, n'est pas en voie d'extinction, mais en tout cas, faire carrière est encore plus compliqué. Donc un un rêve serait peut-être de continuer, le plus longtemps possible à faire ce métier comme je Mm. l'aime. Voilà. Ok. Et alors, dernière question. Il y a la petite Estelle de 9 ans dans sa radio pirate, tu vois. Et là, elle entend une voix, et cette voix, c'est toi aujourd'hui euh, qui lui transmet quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Eh bien, c'est exactement ce que je pourrais dire à tout le monde, en fait. Et j'ai parlé quand même, on ressent en moi de l'inquiétude par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport à ce que j'entends. Euh, je dirais à cette petite Estelle, euh, oui, tu es différente. Ça ne veut pas dire que ce que tu penses n'est pas, n'est pas crédible. Tu n'es pas obligé d'être dans la normalité comme des normaux pensants. Crois en toi, en ce que tu ressens, en ce que tu penses. Va jusqu'au bout de ces idées. Donne-toi la force de te battre pour ces idées, parce qu'il est possible de faire dans la vie ce qu'on veut faire quand on se donne les moyens de le faire. Et tant qu'on est heureux de faire comme ça, il faut y aller. Mais il faut pas attendre que ce soit du tout cuit. Donc, bouge-toi, réveille-toi et va jusqu'au bout de tes rêves. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup, Estelle. C'est un Merci beaucoup plaisir pour parce cette émission exceptionnelle. que Sortira cet été. voilà, une interview très différente de ce que j'ai pu déjà faire avec des questions très intéressantes. Donc, merci à toi d'avoir pensé à moi, Alexis, pour parler à ta communauté et aux personnes qui s'intéressent à l'univers de la voix. Eh ben, je te remercie, moi, en retour d'avoir accepté. C'est vraiment sympa et oui, très, très heureux d'avoir pu échanger avec toi et très fier aussi. Merci, Bah, Estelle, je te souhaite une bonne soirée, un très bel été et puis bah, je te dis à bientôt. merci. Au revoir, Alexis. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission exceptionnelle et on se retrouve pour un prochain épisode au mois de septembre. Allez, bisous, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.